Bon après-midi à tous et bienvenue de nouveau pour cette rentrée des séminaires sur les AVC de Visa Africa. Donc là, on va commencer avec notre premier cours qui va être tenu par le docteur Élisée Kosciuszko, qui actuellement est à Paris, mais c'est un collègue neurologue de Kinshasa qui va se présenter tout seul maintenant avant qu'on vous explique, comme d'habitude, comment va marcher le cours, enfin le séminaire. Élisée, à toi. Merci beaucoup. Je suis Élisée Kishoko, assistant au département de neurologie de l'Université de Kinshasa. J'ai actuellement en formation sur la pathologie neurovasculaire à l'hôpital sud-francilien de Corbeil, dans le cadre de ma formation faite à l'Université Paris-Cité. Donc, je suis en première année de formation, effectivement. Donc, du Voilà. coup, Élisée va profiter de cette double expérience européenne et congolaise pour représenter un peu un séminaire qui traite des particularités des AVC dans la population africaine et sur le continent africain. Et comme d'habitude, nous avons ici docteur Jonathan qui va nous expliquer comment va se dérouler en pratique le séminaire. Bonjour à tous et à tous. Une fois de plus, bienvenue dans notre septième rendez-vous de séminaire en ligne sur les pathologies neurovasculaires. Comme d'habitude, nous allons procéder en deux étapes. La première partie de notre séminaire sera réservée à l'exposé du sujet du jour par le docteur Élisée. Et la deuxième partie sera réservée à la série de questions et réponses. Alors, nous pouvons directement poser les différentes questions dans la section chat en dessous de la présentation ou lever la main et discuter. C'est un sujet qui nous concerne tous, surtout pour nous de l'Afrique subsaharienne. Alors, nous pouvons discuter, donner nos suggestions et nos différentes expériences. Bonne session de formation à tous. Bonjour, bienvenue à ce séminaire dédié à la pathologie neurovasculaire. Aujourd'hui, on va parler de l'AVC en Afrique subsaharienne, quelques particularités étiologiques et les facteurs de risque en rapport avec cette communauté qui est aujourd'hui la cible d'ISA Africa. L'objectif de cette communication est en fait une réflexion commune sur l'ensemble des expositions particulières des populations africaines, particulièrement chez de l'Afrique subsaharienne, aux AVC en termes de facteurs de risque et causes dites parfois rares, mais qui pourront être aussi fréquentes dans cette communauté. L'AVC reste un problème majeur de santé publique parce que c'est une pathologie qui touche toutes les couches de la population sans distinction de race, sexe et âge. L'AVC, c'est une pathologie qui laisse la plupart des temps avec des séquelles. Donc, 70% des populations victimes d'AVC gardent quand même tout au long de leur vie des séquelles dans toutes leurs formes, soit motrices, soit cognitives. 30% de patients victimes d'AVC meurent au cours de l'année. Toutes les 4 minutes, plusieurs études ont montré qu'on enregistre au fait un cas d'AVC. L'AVC reste l'une des principales causes de mortalité, troisième cause de mortalité après les pathologies coronariennes et les cancers. C'est la deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer et la première cause d'handicap non traumatique. Et là, intéressant plus des populations en âge d'activité. Quels sont les facteurs de risque et les étiologies fréquentes de l'AVC? Ça a été quand même dit tantôt avec des présentations précédentes. En fait, parmi les principales causes, nous avons l'âge. Comme on dit, en montant en âge, on
on prend plus de risques de faire un AVC. Les habitudes plus alimentaires, comme la consommation d'alcool, la consommation de tabac, d'autres causes, la sédentarité, les stress, le surpoids, ce sont parmi le facteur favorisant la survenue des AVC. Les pathologies comme l'hypertension artérielle, des pathologies cardiaques avec en tête les arythmies, principalement la fibrillation atriale, le diabète sucré, la migraine avec l'aura, les dyslipidémies, l'apnée du sommeil. Voilà un grand groupe, si bien que d'autres causes peuvent exister, d'autres facteurs de risque existent bien sûr, mais qui ne sont pas énumérés. Mais les principaux facteurs de risque sont là. Et parmi les causes, en fait, plusieurs classifications, notamment la classification TOAS et la classification ASCODE, ont regroupé les causes d'AVC en 5 grands groupes, notamment les causes athéromateuses. Et là, on prend en compte l'athérome intracrânien, les athéromes extracrâniens, donc la maladie des gros et petits vaisseaux, on parle des microathéromes pour les petits vaisseaux et l'athérome des gros vaisseaux. Les pathologies cardio-emboliques en deuxième lieu, avec en tête la fibrillation atriale, si bien qu'aujourd'hui la tendance dans le monde occidental commence à être inversée, on a plus des pathologies cardio-emboliques que des pathologies athéromateuses. Bon, ça, c'est peut-être lié à l'âge. La maladie des petits vaisseaux comme troisième cause, ces maladies des petits vaisseaux sont favorisées par l'hypertension artérielle, le diabète sucré, aussi d'autres formes de micro-angiopathie, notamment l'angiopathie amyloïde. Et d'autres causes, ben là on prend tout un paquet, plusieurs autres causes non athéromateuses, non cardio-emboliques, non liées à la maladie des petits vaisseaux. Et ça englobe un grand groupe en fait. Par exemple, les dissections pour les AVC des sujets jeunes sont fréquentes. Et les angiopathies infectieuses, on parle de voilà, l'atteinte vasculaire, des vascularites en vrai terme, les vascularites liées aux infections. Nous avons les maladies du contenant sanguin, notamment de coagulopathie. Malgré tout, on peut avoir un AVC ou on peut faire un AVC et les investigations réalisées reviennent négatives. Donc voilà, c'est le groupe de causes indéterminées. Pour ce qui concerne la population africaine, principalement la population de l'Afrique subsaharienne, quelles sont en soi les particularités de cette population? Ce qui est vrai que la population africaine est majoritairement jeune. Cette population jeune est en âge d'activité. Si on rentre dans les étiologies des AVC de façon globale, on se rend compte que les causes cardio-emboliques et l'athérome ou la maladie athéromateuse sont les deux grands groupes de causes d'AVC, mais ce sont en soi de causes qui intéressent plus la personne à un certain âge. Les prédispositions aux cardiopathies emboligènes, c'est difficile qu'on ait une fibrillation atriale qui est la principale cause chez un sujet de 20-30 ans. Donc généralement, on le retrouve chez la personne âgée. L'athérome intracrânien, l'athérosclérose de façon globale aussi survient à un certain âge, alors que ça englobe le 2 à peu près 70% de causes d'AVC. En analysant en fait le groupe de population, on se rend compte que la population africaine, principalement celle de l'Afrique centrale, est majoritairement jeune. Aussi, on analyse ces
figure, ces graphiques, en comparaison à la population française qui semble un peu équilibrée entre le plus jeune et le plus âgé. Donc, dans ce contexte, si on réfléchit sur les causes d'AVC, principalement cardio-embolique, athérosclérose, et dans des populations africaines, nous devons réfléchir sur d'autres étiologies non athéromateuses, non cardio-emboliques. Ici aussi, vous voyez, il y a une étude qui a été réalisée qui a montré qu'en grande partie, pour les populations de moins de 45 ans, à 31% près, ils avaient des causes indéterminées d'AVC. Donc, ils ont fait d'AVC, mais on n'a pas trouvé de cause. Alors que si nous analysons chez les populations de plus de 70%, presque à 30%, ils avaient quand même une cause déterminée, principalement de cardiopathie emboligène, et puis voilà. Donc, ça nous laisse quand même une fenêtre sur la réflexion par rapport à ces différentes causes. Et si on fait la sommation entre causes indéterminées et causes multiples, là où on englobe toutes les autres causes non liées à la cardiopathie emboligène, non liées à la maladie athéromateuse, on se rend compte que les populations jeunes étaient les plus représentées que les populations âgées. Plusieurs autres études ont été réalisées. Béjot a réalisé cette étude voilà, en France et qui montre que voilà, les causes indéterminées et les causes, autres causes plutôt, qu'athérome, que cardiopathie emboligène, que la maladie athéromateuse, étaient plus représentées chez les populations plus jeunes. Et une étude a été réalisée à Libreville, en Afrique subsaharienne, qui montre qu'en fait, 73% des causes d'AVC retrouvées dans cette population étaient non athéromateuses et non cardio-emboliques. Alors, quelles sont les expositions particulières de cette communauté? On peut citer en premier la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une pathologie constitutionnelle qui est principalement trouvée dans des populations noires d'Afrique subsaharienne. Et c'est la cause la plus fréquente d'AVC, surtout chez l'enfant. Bon, il y a des études qui ont été réalisées aux États-Unis qui ont montré un risque de 11% à l'âge de 20 ans et quand on approchait 45 ans, on majorait les risques presque à 24%. Et entre la première année et la 9e année, les risques de faire d'AVC sur la drépanocytose est important. Les mécanismes en rapport avec la drépanocytose dans la genèse de l'AVC sont quand même énormes. Au-delà du mécanisme thromboembolique lié à l'anomalie érythrocytaire, nous avons d'autres anomalies causées par cette maladie en rapport avec l'endothélium vasculaire, l'activation de l'inflammation et la vasomotricité. Et quand je parle de la vasomotricité, il y a une complication fréquente de la drépanocytose que nous devons rechercher généralement quand on se retrouve dans ces situations d'AVC, ces populations, c'est l'artériopathie des grosses artères cérébrales, notamment la sténose chronique de la carotide interne, généralement dans sa portion distale, qui est décrite comme l'une des formes de moya moya. Voilà, moya moya acquise. Il y a, en fait, pour ces genres d'anomalies vasculaires, une sténose serrée chronique de la carotide interne dans sa portion distale, qui fait qu'en soit la partie du cerveau qui devait dépendre de la circulation carotidienne sera en souffrance et il se développe une forme d'anastomose qui apparaît sur l'imagerie sous forme de volume de fumée que nous pouvons voir sur cette image.
Donc, quand nous avons des causes ou une forme apparente d'AVC intéressant les territoires carotido-sylviens, normalement, nous pouvons chercher au fait cette sténose de la carotide interne dans sa partie distale. En fait, plusieurs études ont été réalisées, hein. Il y a quelques notions, quelques informations qui sont sur la toile qui montrent qu'en réalité, le Moya Moya était responsable de 6% d'AVC chez le sujet jeune. Une autre exposition, en fait, ce sont les expositions aux infections. Nous savons tous que les populations africaines, de par nos conditions de vie, nous sommes très exposés aux infections. Et actuellement, avec la consommation abusive d'antibiotiques, les gens développent certaines résistances. Mais bon, il y a plusieurs études hein, qui ont montré en soi l'implication des infections dans la survenue des AVC, notamment les endocardites. Les endocardites streptococciques sont en fait parmi les fréquentes causes d'AVC chez les sujets atteints de cette infection. Euh, les images que vous voyez, en fait, c'est une expression radiologique d'AVC, globalement cardio-embolique, qui intéresse plusieurs territoires euh, cérébraux. Donc, vous pouvez avoir des micro-emboles généralement disséminés sur les deux hémisphères cérébraux, même en fosse postérieure. Donc, parmi les mécanismes, hein, il y a des complications emboliques liées à l'infection, comme on l'a dit pour les endocardites. On peut avoir des thromboses artérielles énormes, l'inflammation des vaisseaux liée à l'infection avec toutes les autres complications qu'on pourrait rencontrer. Et parfois, les mécanismes compressifs avec, par exemple, les infections opportunistes, notamment la toxoplasmose dans un contexte d'HIV. On peut avoir une grosse masse qui comprime un vaisseau et qui empêche à ce que la partie irriguée par ces vaisseaux soit en souffrance. En fait, dans des contextes d'infection, on a presque autour de 25% d'infarctus cérébraux retrouvés à la littérature. Euh, on peut trouver jusqu'à 9% de thromboses veineuses cérébrales et des hémorragies parenchymateuses pourront survenir aussi autour de 9%. Parmi d'autres infections, nous avons la tuberculose. Ça, tous nous le savons, que nous sommes en fait en Afrique subsaharienne une zone endémique à la tuberculose. Et plusieurs études ont montré que, en fait, dans un contexte de tuberculose, on peut faire d'AVC jusqu'à 57% des cas. C'est quand même énorme quand vous voyez quelqu'un se présenter avec un tableau de tuberculose. C'est quand même intéressant de faire l'imagerie aussi pour voir est-ce que voilà, on peut avoir des lésions ischémiques ou hémorragiques liées à cette infection. L'autre infection, c'est l'infection HIV. Comme nous le savons tous, plusieurs données de littérature montrent que l'Afrique subsaharienne est la zone la plus affectée par le VIH. Sur les données de 2011, d'ONU-SIDA, on s'est rendu compte que sur les 34 millions de personnes vivant avec HIV, 22 millions de cette population intéressent l'Afrique subsaharienne. C'est quand même important. Mais voilà, donc aujourd'hui, l'HIV est considéré comme un facteur de risque d'AVC parce que en soi, l'incidence de l'AVC augmente 5 fois par rapport à la population générale. Bon, plusieurs mécanismes ont été décrits, notamment la diminution profonde de l'activité de la protéine C circulante. On peut avoir d'endocardite marastique, voilà, des infections opportunistes telles que la toxoplasmose, nous l'avons expliqué tantôt, par plusieurs autres mécanismes.
des angéites cérébrales avec des vascularites qui vont montrer, en fait, et qui vont entraîner parfois de, d'anévrisme mycotique dans ces contextes-là. Donc, on peut avoir une forme de spasme lié à la consommation de stupéfiants chez les patients vivant avec l'HIV. Donc, dans ces contextes-là, il y a plusieurs mécanismes qui interviennent hein, dans la survenue d'AVC dans un contexte d'infection HIV. La thrombose veineuse cérébrale, c'est aussi l'une des grandes complications d'infection, principalement d'infection ORL. Donc, des patients qui ont été maltraités pour la sinusite, pour l'otite, pourront développer en fait une autre entité neurovasculaire, notamment la thrombose veineuse cérébrale. C'est une pathologie très fréquente qui passe des fois à côté parce que les investigations pourront être limitées. Mais dans ces contextes, vous avez en fait généralement des patients qui se présentent avec des céphalées aiguës inhabituelles, associées aux crises épileptiques, parfois des signes déficitaires. Donc il faut penser à ça, surtout s'il y a une notion d'infection, notamment la sinusite, une otite, mastoïdite parfois. Donc essayez de voir est-ce qu'il n'y a pas une thrombose veineuse cérébrale associée. Les paludismes, c'est aussi l'une des grandes affections parasitaires qu'on retrouve en Afrique tropicale. Plusieurs études ont été réalisées. Bon, certaines études montrent quand même que le paludisme serait un des facteurs de risque de survenue d'AVC. Il y a une étude qui a été réalisée en France qui a reçu en réanimation à peu près 400 patients admis pour paludisme grave. Pour ces patients, on a dû réaliser quand même d'imagerie et presque 48% de ces patients avaient une imagerie, ceux qui avaient réalisé l'imagerie, sur les 48% des patients qui avaient des signes neurologiques qui ont fait d'imagerie dans un contexte de paludisme, à peu près 34% avaient des signes d'atteinte vasculaire. Et parmi ces pathologies vasculaires, en tête venaient les ischémies cérébrales. À peu près, bon, il y avait des lésions édémateuses, des hémorragies cérébrales. Donc, des fois, on n'y pense pas, mais le paludisme peut être un des facteurs de risque d'AVC. Donc, un patient qui fait le paludisme grave, qui vient en hospitalisation, quand vous faites l'imagerie, essayez de rien faire d'analyse, on peut avoir toutes les autres complications vasculaires liées à cette infection. Une autre cause fréquente d'AVC, qui est parfois décrite comme une cause rare, c'est le web carotidien. C'est en fait une forme d'anomalie pariétale de vaisseau et qui intéresse principalement le bulbe carotidien. C'est une forme de dysplasie qui se retrouve, en fait, une forme de dysplasie vasculaire qui a comme lieu de prédilection la carotide au niveau bulbaire, qui s'exprime en fait, si nous pouvons penser sous forme d'image de soustraction. En fait, c'est comme une poche qui se forme sur le bulbe et cette poche constitue en fait le lieu des stases vasculaires. Quand il se forme une stase vasculaire à ce niveau-là, cette stase vasculaire va entraîner la formation des caillots. En formant ces caillots, avec les courants vasculaires, on peut envoyer des petits emboles au niveau distal. En fait, le web carotidien, c'est une pathologie qui a été fréquemment décrite hein, dans des populations d'Afrique noire, dans des études qui ont été réalisées ici. Donc, ça peut être l'une des causes aussi fréquentes d'AVC du sujet jeune dans nos milieux,
quitte à nous de le chercher pour voir est-ce que on peut le retrouver. Et là qu'on insiste plutôt sur la place de l'angioscanner cérébral, c'est quand même très important de faire l'imagerie vasculaire pour qu'on puisse faire de bonnes analyses vasculaires et identifier d'autres causes d'AVC qui pourront nous échapper. D'autres causes d'AVC qui pourront être décrites dans nos contextes, ce sont des anomalies carentielles. En fait, plusieurs études ont montré la place de l'hyperhomocystéinémie dans la survenue d'événements thromboemboliques. Et là, le principal facteur, c'est la carence en vitamine B12. Alors que nous le savons tous que l'Afrique subsaharienne, c'est la zone qui est particulièrement affectée par la malnutrition. Et donc, on peut avoir d'anomalies carentielles qui pourront être à la base de la survenue des AVC. Donc, quand on se retrouve devant des populations jeunes ou des sujets jeunes qui font d'AVC, c'est mieux de faire un bilan quand même large en demandant le dosage de vitamine B12 et en l'occurrence l'homocystéinémie pour voir si voilà, ils pourront être prédisposés à des multiples événements thromboemboliques. La consommation de drogue, c'est vrai que ouais, ça pouvait intéresser tout le monde, mais aujourd'hui, nous voyons quand même une recrudescence des pratiques de consommation de substances psychoactives dans nos populations. Les études ont montré quand même que voilà, les cannabis avaient un grand impact sur la survenue de la pathologie neurovasculaire. Plusieurs études ont aussi été décrites, détaillées sur la consommation de la cocaïne en rapport avec des événements vasculaires. Aujourd'hui, dans nos populations, nous le savons tous, les jeunes se sont livrés dans la consommation des bombés. Bombé, en fait, est une substance particulière qui est retirée du ralentisseur des véhicules au niveau du tuyau d'échappement et que les jeunes consomment abusivement. Nous avons eu quand même une hospitalisation au CNPP des patients qui venaient avec des tableaux déficitaires qui régressaient, mais on ne s'est pas du tout posé parfois des questions sur les mécanismes de survenue. Eh bien, la consommation de toutes ces substances psychoactives pourrait faire partie de causes ou de facteurs de maladies cérébrovasculaires, notamment en entraînant les syndromes de vasoconstriction cérébrale réversible. Donc, quand quelqu'un consomme de drogue, vous avez une histoire pareille. Le patient se présente avec un tableau de céphalée en coup de tonnerre évoluant depuis un petit moment, des céphalées inhabituelles. Voilà, il faudrait essayer de voir s'il y a des éléments qui pourront faire évoquer une pathologie vasomotrice, principalement la vasoconstriction des artères cérébrales. Donc c'est très important d'y penser parce que voilà, des fois on n'en pense pas, mais c'est l'un des événements qui pourra aussi être fréquent dans nos communautés en rapport avec la maladie cérébrovasculaire. Donc consommation de drogue fréquente, les patients arrivent avec une histoire des céphalées en coup de tonnerre, avec parfois des crises convulsives et qui se présentent avec un déficit focal. Pensez à une atteinte neurovasculaire, principalement à la vasoconstriction cérébrale. Et dans ce contexte, essayez de demander l'imagerie vasculaire où vous verrez des images en collier de perles ou en chapelet qui sont caractéristiques à cette anomalie. Et voilà, vous pouvez aider à mettre le patient sous traitement. Ces genres d'anomalies sont généralement réversibles dans les 3 mois qui suivent l'instauration des traitements. Mais ça nécessite quand même un suivi ou une surveillance particulière pour ce genre de patients.
Voilà en gros ce que je pouvais dire. Donc, devant le cas d'AVC dans nos milieux, essayons de sortir du cadre habituel de causes cardio-emboliques athéroscléreuses. Essayons de voir les autres causes d'AVC qui pourront être fréquentes, mais généralement non recherchées dans nos communautés. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. Merci à toi, Élisée. C'était extrêmement complet, un tour d'horizon sur toutes les causes d'AVC possibles et imaginables dans la population africaine. Donc, je vous invite à poser vos questions en levant la main ou bien dans l'espace prévu à cet effet dans le chat. Mais du coup, moi, j'avais une question pour toi. J'ai pensé, Élisée, si, donc, du coup, on se rend compte que le profil des causes d'AVC dans la population africaine est différent du profil des causes d'AVC dans nos populations et qui sont déjà plus vieilles. Donc, par exemple, alors que nous, on s'acharne et très souvent, on trouve des épisodes d'arythmie, dans les populations africaines, c'est peut-être plus rare. Alors que tu saches, j'arrive à ma demande, que tu saches, est-ce qu'il existe des recommandations internationales, des guidelines qui disent quelle est la démarche diagnostique étiologique que l'on doit faire quand on a une personne de race africaine qui se présente avec un AVC. Est-ce que ça existe ou que ça n'existe pas? Et merci pour la question. Déjà, par rapport au premier volet sur le profil qui semble un peu différent, bon, moi je dirais pas totalement différent, parce que toutes les causes qui pourront se retrouver dans les populations caucasiennes, occidentales, pourront se retrouver dans la population africaine, mais sauf qu'il y a une forme d'exposome, si je peux dire ça comme ça, d'autres facteurs supplémentaires qui doivent être recherchés au-delà de tout ce qui est connu. Mais cette population semble avoir des facteurs supplémentaires qui devraient être recherchés et comme on dit toujours, c'est au cas par cas. Hein. Donc là, je vais déjà sur le deuxième volet. Nous devons avoir au fait une vision personnalisée dans la démarche diagnostique dépendant du profil de la personne qui est en face de moi, quels sont les facteurs de risque qu'il présente. Et si je me dis, par exemple, qu'il ne pourrait pas avoir des complications cardio-emboliques ou des pathologies cardio-emboliques, il y a faible risque qu'il ait une pathologie athéromateuse, qu'est-ce que je peux chercher en plus? Mais à ma connaissance, en tout cas, je n'ai pas de recommandations prévues pour en fait, cette population par rapport aux étiologies qu'on doit rechercher. Mais ça dépendra aussi de l'expérience qu'on va avoir dans les terrains parce que peu d'études sont réalisées sur la pathologie Oui. neurovasculaire dans ces milieux-là ou dans nos milieux. Donc, nous avons la possibilité de voir pour les patients qui seront à notre disposition, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres recherches où nous pouvons chercher d'autres causes Mm. qui pourront servir la communauté scientifique à avoir des recommandations particulières à cette population. Mais sinon, à ma connaissance, à ces jours, je ne pense pas avoir rencontré des recommandations quant à ça. Et Voilà un alors, il peu. faut le faire, il faut qu'on les écrive. Effectivement, donc ça dépendra des travaux déjà que nous allons faire sur place avec les cas qui seront Mm. enregistrés et nous allons étudier leur profil. Déjà en se servant de cette étude de Libreville qui avait presque à Ouais. 93% des causes non athéromateuses, non cardio-emboliques, non liées à la pathologie des petites artères, nous devons chercher chez nous et voir si on peut Mm. proposer aux yeux du monde, aux yeux de la science, d'autres facteurs qui devraient être systématiquement recherchés dans ces populations. Voilà un peu si j'ai répondu à la question. Oui, oui, tout à fait, tu as bien répondu. Merci. Merci, docteur Olivier, pour votre exposé. Alors, je rappelle que nous pouvons directement poser différentes questions dans la section chat. Il levait la main. Il y a déjà docteur Harris Mbéli qui a levé la main. Si nous pouvons lui permettre.
Est-ce que vous m'entendez? Allez-y. Oui, 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 Vous maintenant on m'entendez? vous entend. oui, Merci parfait. beaucoup pour la parole. C'est Dr. Arisimbolo. Nous disons grand merci à l'exposé de Dr. Élisée pour ça, pour les facteurs vraiment d'AVC. Nous sommes en Afrique. Nous savons que nous, en Afrique, nous sommes dans un pays, précisément au Congo, nous sommes dans un pays où le paludisme fait rage et la situation de beaucoup de patients qui viennent avec précisément des états de conscience qui sont accompagnés avec la fièvre. Vous pensez simplement que les paludismes peuvent être à la base des facteurs qu'on devrait rechercher en Afrique comme chez nous au Congo pour se dire qu'ils peuvent déclencher ou entraîner des problèmes peut-être parmi les facteurs d'AVC au Congo, mais tandis que vous avez vécu les mêmes choses. Nous avons vécu, nous sommes tombés tous malades et par moments on a fléchi aussi. Mais est-ce que l'imagerie, toi tu connais la situation des patients congolais avec les moyens, des patients avec des faibles revenus? Vous pensez qu'on pouvait rechercher je sais pas, les causes vasculaires qui pouvaient être au-dessus de toutes les autres causes? Bon, actuellement, c'est vasculaire et métabolisme qui pouvaient nous aider. Mais parlant encore du paludisme, quelles sont les études qui ont été mises en ce marché qui confirment que le paludisme est le facteur déclenchant de l'AVC? J'ai dit, si vous pouvez nous éclairer sur ça. Oui, merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est vrai que le paludisme est fréquent dans nos communautés. Comme vous avez dit, peu d'études sont réalisées dans ces populations. C'est-à-dire, vous recevez un patient avec notion des neuropaludismes et qui présente un tableau déficitaire. Euh, Ce qui est vrai, nous n'avons pas l'habitude de chercher. Aujourd'hui, l'étude que j'ai présentée dans cet exposé, c'est une étude qui a été réalisée en France. Donc, on a ciblé les populations qui présentaient les paludismes d'importation, qui présentaient des déficits neurologiques. On a réalisé d'imagerie, on a trouvé qu'il y avait d'anomalies vasculaires, entre autres d'infarctus cérébral, on a trouvé d'hémorragie. Nous n'avons jamais cherché, en fait, dans nos milieux. Le problème de moyens en termes d'imagerie, c'est vrai, ça, c'est un problème réel. Mais comme on dit toujours, la pathologie neurovasculaire, sans imagerie, c'est compliqué la prise en charge. Donc, quand on fait l'AVC, nous avons l'obligation de faire l'imagerie. Sinon, on ne saura pas traiter qu'est-ce qu'on va traiter. Et quelqu'un qui fait un tableau de paludisme avec déficit neurologique, et un déficit neurologique qui correspond à une atteinte territoriale, ben, c'est pas exclu de demander une imagerie vasculaire, on peut tomber sur ces anomalies. Donc, ça, ce sont des données de la littérature que nous avons, qui n'ont jamais été expérimentées dans nos milieux, alors que nous avons un grand nombre de patients qui présentent des déficits neurologiques sur paludisme. Si on peut commencer à chercher, on pouvait écrire ou décrire voilà, d'autres cas de paludisme avec atteinte neurovasculaire. Donc, on est à ce niveau. On a essayé de prendre des informations de façon globale, d'expositions supplémentaires qu'on pourrait avoir, mais ça n'exclut vraiment pas que nous puissions avoir une vision aussi ouverte devant des cas d'AVC, rechercher des causes qui pourront se retrouver dans nos milieux. Voilà un peu si j'ai répondu à ta question. Après, moi, je pourrais ajouter peut-être, Élisée, aussi que la première étape dans ce cas-là, et qui ne coûte pas grand-chose, c'est d'avoir un avis neurologique. Parce que quand on a un malade avec un paludisme grave, un neuropaludisme, il est très important d'avoir un examen neurologique, j'imagine, parce qu'en fait, je m'en occupe pas, mais bon, j'imagine. Bien sûr, C'est des bien sûr. suppositions, d'avoir un examen neurologique détaillé qui puisse effectivement certifier que c'est pas juste une confusion, qu'il y a des signes clairs de localisation, donc ils font supposer un AVC. Et donc, dans certains ces sujets plutôt ciblés, insister auprès de la famille pour pouvoir obtenir des images, un simple scanner, pour savoir, en expliquant bien aux gens, je pense aussi que c'est pas juste par simple curiosité, que ça va quand même changer tout le traitement et donc le pronostic du malade, non, des fois.
Oui, oui, c'est comme on l'a dit, hein, donc vraiment c'est une question importante. C'est vrai que on a parfois des rares cas de paludisme avec signe de focalisation, mais quand vous avez un patient avec tableau de paludisme avec signe de focalisation et des signes de focalisation qui correspondent à une atteinte territoriale, vous pouvez vous dire non, il y a possibilité parce que dans la physiopathologie du paludisme, nous connaissons les complications thromboemboliques et qui pourront aussi être associées à la réaction inflammatoire. Et l'endothélium vasculaire, c'est voilà, une première cible de la réaction inflammatoire dans ces contextes. Donc, c'est pas exclu qu'on puisse les chercher. Donc, si on pense à ça, on peut chercher. Si on cherche, on pourrait trouver. C'est vrai que la question des moyens se pose, mais comme on a dit, l'AVC sans imagerie, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas parce qu'on saura parce qu'on cherche et c'est concret. Voilà. Et on ne peut pas non plus sans examen neurologique. Donc, la première étape, examen Effectivement. neurologique, et puis après, c'est nécessaire, les images. Et Effectivement. voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jonathan? Euh, euh, Ils vont faire monter madame aussi, mère, qui a été là. Manuel, bisogna far entrare la persona che ha fatto ah, ok. Così? Et Rosie, tu peux parler si on n'entend pas là. Tu mets le micro et tu peux parler. On peut passer à une autre. Rosie, est-ce que tu n'y arrives pas à mettre le micro pour qu'on puisse entendre? Alors, on peut passer à Guy. Oui, Enfin, le premier des deux allô? qui arrive. Voilà. Oui, allez-y. Allez-y. Oui, c'est docteur Sécurité, je suis à Kiel. Je voulais poser la question de savoir, le docteur Kissou a évoqué plusieurs étiologies de l'AVC ischémique. Alors, moi, je sais qu'il y a 7 étiologies des AVC ischémiques, les maladies athérosclérotiques, les lacunes, les maladies cardio-emboliques, les troubles hémodynamiques, les vasculopathies non athérosclérotiques, hypercoagulabilité sanguine et des causes indéterminées. Alors, si par exemple, notre patient présente un problème d'insuffisance en hémoglobine en vitamine B12, et nous allons classer ça dans quelle étiologie? C'est ça ma question. Oui, merci, docteur Guy, en fait, par rapport à votre question. La carence en vitamine B12, si on le recherche, qu'on pense que c'est la cause d'AVC. Mais Ben Desol, Docteur Harris, ton micro. Docteur Harris, ton micro. Oui, voilà. Donc, je disais, si on découvre que la carence en vitamine B12 serait à l'origine de l'hyperhomocystéinémie, qui serait la cause de complications thromboemboliques et a engendré l'AVC, on les mettrait dans les paquets d'autres causes. Donc, autre cause, c'est-à-dire, vous n'avez, c'est de ce qui est décrit à part des causes athéroscléreuses, des causes cardio-emboliques, les lacunes sont en fait placées dans des causes micro-angiopathiques. Donc, la carence en vitamine B12 serait mise dans les causes, dans la poche des autres causes qui englobent un grand groupe, hein, un grand groupe de pathologies qui pourront être à l'origine de l'AVC. Voilà un peu.
Là, vous avez quand même une cause, donc ça sera plus indéterminé. Mais c'est comme on dit, il faut qu'il y ait imputabilité vraiment de cette carence en vitamine B12 dans la survenue de l'AVC. Voilà un peu. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, docteur. Oui, peut-être que je pouvais poser une question secondaire par rapport à ça. Comme vous avez évoqué cette notion d'imputabilité, comment nous serons en mesure d'imputer la carence en vitamine B12 à un AVC ischémique et chez un même patient qui peut avoir une carence en vitamine B12 et qui n'est pas dit, qui n'est pas la cause de l'AVC ischémique? Comment nous allons discriminer cette carence-là? En fait, l'hyperhomocystéinémie est décrite parmi les causes rares des AVC, c'est-à-dire pour l'impliquer, il faudrait éliminer d'autres causes fréquentes et voir si voilà, seule la carence en vitamine B12 ayant occasionné l'hyperhomocystéinémie pouvait être impliquée dans l'étiologie d'AVC. Donc, c'est parmi les causes d'AVC du sujet jeune le plus souvent recherchées. Hein. Chez nous, on ne les cherche pas. Mais ici, systématiquement, dans les bilans d'AVC du sujet jeune, on demande l'homocystéinémie, systématiquement. Un patient de moins de 65 ans, c'est dans le protocole, en fait. Toutes Parce que les unités si je, neurovasculaires demandent ça. Oui, oui. si je peux ajouter une chose, en fait, il faut distinguer entre la cause de l'AVC et les facteurs de risque d'AVC. Donc, la cause d'AVC, c'est la cause directe. Par exemple, la fibrillation atriale, ou la auriculaire, par exemple. Ça, c'est une cause d'AVC. Alors que l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, l'hyperhomogystéinémie, tout ça, ce sont des facteurs de risque d'AVC, c'est-à-dire ce sont des facteurs qui, s'ils sont présents, augmentent le risque d'avoir un AVC, mais ce n'est pas forcément la cause directe. Donc, en fait, chez tous les malades qui ont des AVC, on sait que le fait de fumer des cigarettes, d'avoir le cholestérol élevé, enfin tous les facteurs qu'on connaît, dont l'homocystéine, on sait que s'ils sont élevés, ceci augmente le risque d'avoir un autre AVC. Donc, il faut systématiquement les traiter. C'était un peu juste une petite ponctualisation. Merci. Je ne sais pas si je me suis expliqué. D'accord, merci beaucoup. Et Rosie, est-ce que tu arrives à parler maintenant? Non. Alors, Jonathan, est-ce qu'il y a des questions dans les nous écrites? avons des questions écrites. Venant d'un Ah non, attends, il y a secrétaire Prosper anonyme, aussi. je vais parler. Prosper? Vous m'entendez bien? J'espère Oui, que vous m'entendez. Oui. oui, Alors, oui. moi, je reviens un peu sur le facteur de risque en ce qui concerne les substances toxiques. Il est vrai qu'actuellement, à Kinshasa, nous constatons aussi le cas d'AVC chez le patient jeune qui n'ont pas d'antécédents, que ce soit d'hypertension artérielle ou encore d'autres facteurs élucidés qu'on connaît déjà, athérosclérose ou autres. Est-ce que, étant donné qu'on a évoqué la prise de substances toxiques, que ce soit est-ce que de plantes médicinales en font partir aussi pour être à la base d'un AVC ischémique, est-ce que le docteur Olivier a évoqué aussi la prise de substances appelées notamment bombées à Kinshasa? Est-ce qu'il y a des examens de laboratoire spécifiques pouvant nous permettre de mettre en évidence ces substances toxiques pour peut-être sensibiliser la population en ce qui concerne toutes ces substances? C'était ça ma préoccupation. Allô? Oui, j'ai entendu la question par rapport aux plantes médicinales bombées. Bon, ce qui est vrai, ce qu'on peut dire dans les plantes médicinales, il faut connaître, c'est difficile à connaître le mécanisme qui pouvait expliquer
le phénomène des troubles vasomoteurs qu'on peut avoir dans ces contextes. Ça dépend des plantes. Et si quelqu'un consomme des plantes et qu'on a une réaction vasomotrice, nous allons agir sur la réaction, qui est principalement la vasoconstriction vasculaire, comme on dit, la vasoconstriction cérébrale réversible. On donne des anticalciques qui permettent la dilatation vasculaire, mais agir sur la substance, il faut d'abord l'identifier, il faut connaître comment ça agit, les mécanismes. Ça, c'est vraiment des questions de laboratoire, comme vous dites. Et puis, ce qu'on peut déjà conseiller aux patients qui consomment, c'est l'arrêt de la consommation, ce qui est plus important. Et puis, quand on arrête la consommation, en phase aiguë, on agit sur la vasomotricité. Dès qu'on restaure les flux sanguins, on résout le problème. Mais l'identification au niveau des laboratoires, c'est quand même une grande démarche aussi, hein. C'est une grande démarche à faire. Et c'est au fruit de qui, les patients ou c'est lui qui est en train de chercher comme médecin, donc on ne sait pas trop. Mais on peut résoudre le problème avec la première étape d'arrêt de consommation et puis agir sur la vasomotricité. Je pense que ça pouvait nous suffire. Voilà un peu si j'ai répondu à la question. Oui, hein, je dirais en partie, parce que, comme vous venez de dire, il y a encore des démarches à faire pour pouvoir d'abord identifier la substance toxique et puis ensuite peut-être agir en amont pour une prévention, je dirais, primaire. Oui, au fait, comme je l'ai dit tantôt, c'est une, une réflexion de substitution. Comme on dit, des études ont montré, avec les cannabis, avec la cocaïne, parmi les substances toxiques, il y en a d'autres qui ont été étudiées. Donc, voilà, les études ont montré qu'il y avait des phénomènes vasomoteurs qui survenaient au cours de consommation de substances toxiques. Et si nous pouvons prendre en compte d'autres substances toxiques qui ne sont pas encore étudiées, mais on voit les patients se présenter avec des tableaux déficitaires qui correspondent aux déficits focaux bien territoriels, on peut réfléchir aussi comme ça, disant que si on a trouvé avec les cannabis, on a trouvé avec la cocaïne, on peut aussi trouver avec d'autres substances toxiques, quitte à nous de chercher. Et quand vous avez des cas comme ça, on peut demander l'angioscanner cérébral pour voir s'il y a voilà, des sténoses artérielles qui pourront être mises en évidence et puis traitées. Donc ça, c'est vraiment une réflexion, comme j'ai dit. On essaie de penser à ça, on essaie de chercher, et quand on cherche et qu'on trouve, voilà, on peut décrire qu'effectivement, avec la consommation de bombées, on a eu autant de cas de syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible. On peut publier pour informer la communauté scientifique qu'effectivement, il y a une autre substance qui est aussi impliquée et si on peut prendre des mesures quant à ça. Voilà un peu, c'était juste une réflexion que j'ai essayé d'évoquer par rapport à ce qui est déjà connu. Euh, pour, pour ajouter quelque chose, moi, j'avais mentionné l'importance surtout de faire une anamnèse bien fouillée auprès de nos patients, et en recherchant la prise de substances vasoactives, cannabis, cocaïne, la prise de décongestionnants nasaux qui sont aussi parfois responsables, c'est rare, mais sont responsables, la prise des antidépresseurs. Si on arrive à faire quand même une anamnèse fouillée, avec l'anamnèse déjà en éliminant les causes fréquentes, on peut arriver à déceler des causes rares qui sont responsables de la vasoconstriction cérébrale. Il y avait, Alors, euh, il y avait une question, excusez-moi, sur l'apnée du sommeil, j'ai vu sur le chat. Bon, pour l'apnée du sommeil, déjà, il faudrait mettre ça en évidence. C'est un peu rare chez nous. On n'a pas l'habitude d'appareiller le patient pour identifier, mais les facteurs de risque, nous les connaissons. Pour agir sur l'apnée du sommeil, il faut agir plus sur les facteurs de risque d'apnée du sommeil, notamment l'obésité. Ça, c'est parmi les grands facteurs. C'est vrai qu'il y a d'autres anomalies qu'on peut identifier chez ces personnes liées au trajet de voies aériennes. Mais parmi les plus grandes complications, c'est l'obésité. Il faudrait agir sur le poids.
Et puis, on peut, dans ces cas-là, résoudre le problème d'apnée du sommeil. Je ne sais pas si Anne, voilà, Valéria, vous avez peut-être quelque chose à ajouter par rapport à l'apnée du sommeil. Oui, non, c'est exactement ce que tu as dit. Effectivement, il faut y penser. Il faut y penser. Ça aussi, c'est comme disait aussi Jonathan, il faut faire une anamnèse très précise, un interrogatoire très précis, parce que si on cherche, on trouve, hein. Donc, comme il faut demander dans les détails, parce que c'est pas le malade qui va te le dire, s'il a consommé tel ou tel produit, pareil, il faut chercher activement les apnées du sommeil, demandant si, voilà, au compagnon, à la compagne, s'il entend il a des apnées pendant Bon, la nuit ou s'il ronfle, et puis demander comment il se réveille le matin, etc., etc. Donc là, pareil, il faut effectivement le chercher activement tous les facteurs qui peuvent favoriser un AVC. Pareil pour les apnées du sommeil. Jonathan, il y a d'autres questions? Juste des suggestions, un secrétaire avec plusieurs que nous parlions également de la prise en charge infirmière de l'AVC. Évidemment, il y a une session prévue pour ça, je pense au mois d'octobre, une session prévue pour la prise en charge infirmière de l'AVC. Élisée, c'est toi qui dois répondre aux questions. oui, Donc, ça, c'est vraiment, je comprends que c'est pas franchement une question, c'est une proposition en fait c'est qu'ils ont une faite proposition, une suggestion. par rapport, euh, par rapport au séminaire. Est-ce qu'on peut préparer une leçon sur la prise en charge infirmière? Parce qu'apparemment, il y a des infirmières qui nous suivent aussi, ou soit les médecins qui sont là, qu'est-ce qu'ils pourront donner comme recommandation aux infirmières qui sont à côté d'effectivement les mesures de nursing en phase aiguë, le suivi, même étendre hein, vers la prise en charge post-AVC, la rééducation, voilà. Si on a un kiné qui pouvait nous dire aussi qu'est-ce qu'il faut en rapport avec la rééducation précoce sur tout ça. C'est dans nos contextes, Valéria. voilà. On, on a des patients qui viennent plus tard, ils ont été vus ailleurs en médecine générale, qui viennent 3, 4 mois après sans commencer la kiné. Donc ça aussi, c'est un autre aspect qu'on pourrait voir dans nos présentations si on peut l'inclure. Donc la prise en charge de la kiné comme les nursing, c'est quand même important, c'est une question importante. Voilà. Ah ben, c'est l'essence même du fonctionnement des unités neurovasculaires. Mais c'est Valeria, la chef des séminaires, hein. Et Davai. Seppure a ottobre faremo un seminario che sarà appunto fatto proprio da un'infermiera sulla gestione infermieristica dei pazienti in unità cerebrovascolare, quindi la presa in carico e la gestione in reparto. Donc, Valérie, elle a répondu qu'au mois d'octobre, il est déjà prévu un séminaire sur la gestion infirmière des malades avec AVC, avant aux urgences et après dans les unités neurovasculaires. Donc, ça, c'est prévu. Voilà, mois d'octobre. Et vu qu'on y est, Valérie, il y a les prochains séminaires, donc du mois de septembre. Le prochain séminaire auront lieu le 19 et le 24 septembre. Le docteur Arba nous parlera des thérapies de revascularisation de l'ischémie aiguë en phase aiguë, thrombolyse et thrombectomie. Donc, un séminaire sur la thrombolyse, le prochain, et celui d'après sur la thrombectomie. Oui. Le 16 et le 19. Le 19 et le 24 septembre. 19 et le 24. Ah, heureusement, c'était trop rapproché le 16. Le 19 et le 24 septembre. Donc, comme d'habitude, Jonathan vous enverra les liens et tout ça avant les cours. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jonathan, à éplucher? Non. Personne n'a levé plus la main non plus? Non, personne. Va bene. C'est parti. Il n'y a plus de questions. Eh ben, donc, du coup, on va vous laisser. Merci d'avoir participé, comme d'habitude. Élisée, tu veux dire quelque chose pour conclure?
Voilà, merci. Je devais remercier tout le monde qui a participé. Merci à l'organisation qui m'avait responsabilisé pour cette présentation. Comme on a dit toujours, c'est vrai, la réflexion globale sur les causes d'AVC. Nous connaissons les plus grandes causes qui sont décrites dans la littérature, mais dans nos contextes ou dans notre contexte particulier en Afrique subsaharienne, qu'on ait quand même une vision élargie dans la recherche d'étiologie, surtout que la population est principalement jeune, qu'on essaye de voir chercher ce qui pouvait être possible pour une prise en charge rationnelle de l'AVC. Voilà ce que je pouvais dire et je vous remercie pour la journée. Et du coup, moi, j'en profite pour conclure sur une petite note philosophique, parce que je le répète souvent, quand on lit la littérature, il faut toujours faire bien attention à la population de référence. Donc, tout ce qu'on sait et ce qu'on dit sur les AVC, le plus souvent, ça a été mis en évidence dans les pays européens ou américains. Attention aussi aux publications qui concernent des patients asiatiques, parce qu'il y a beaucoup de publications avec beaucoup de malades, mais il faut toujours garder dans votre tête, penser au fait que ces conclusions de ces études s'appliquent qu'aux populations dans lesquelles ils ont été étudiés. Donc, ce qui concerne les populations blanches, c'est juste pour les blancs. Les populations africaines, c'est juste pour les Africains. Les populations asiatiques, c'est juste pour les Asiatiques. Ce n'est pas généralisable. Ça, c'est une règle d'or importante quand on lit des articles pour savoir quelle importance ça a après dans sa pratique quotidienne. Voilà, ben merci à tout le monde. Et on se retrouve donc pour la thrombolyse, la très nombreuse. Je suppose qu'il y a plein de monde qui va écouter pour savoir comment on fait pour thromboliser des malades. Merci Élisée, merci à tout le monde. À bientôt. À Au bientôt, revoir. merci. Au revoir à Au revoir. tous. Au revoir. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.